2017, nous terminions un film, une branche en travers du chemin, encourageant un vivre ensemble entre le pastoralisme et le loup, de retour depuis quelques années. Un plan loup et 5 années plus tard, nous sommes à nouveau partis à la rencontre de nos interlocuteurs. Comment se sont passées ces années pour eux? Quels nouveaux problèmes sont apparus? Qu'ont-ils appris? Qu'ont-ils fait? Quelles nouvelles solutions émergent? Les 3 piliers de la protection des troupeaux contre la prédation, la présence humaine, les chiens de protection et les parcs, leur paraissent-ils suffisants? Enfin, les tirs sont-ils la solution et à quelles conditions? Sans vouloir faire un bilan exhaustif de ce qui a été fait ces dernières années en matière de protection, il s'agissait pour nous de mesurer les progrès obtenus et d'apporter quelques témoignages constructifs. Alors pourquoi on n'arriverait pas quand même un jour à arriver à s'entendre pour pouvoir vivre avec le loup? Moi je ne le défends pas le loup, parce qu'on est éleveur, pour nous c'est quand même, qu'on se comprenne bien, c'est quand même un problème. Mais il est là, qu'est-ce qu'on fait? Il est là, on ne peut pas le sortir. On ne laisse pas les éleveurs seuls, il y a des choses qui sont tentées. Alors certes, ce n'est peut-être pas les solutions complètement idéales, pour le moment il n'y a pas de solution miracle non plus, mais en tout cas il y a des choses qui sont proposées. C'est certain, ça va demander une charge de travail en plus à l'éleveur et au berger de mettre en place ces moyens de protection, parfois de changer sa façon de faire. Ça demande de repenser vraiment son système d'exploitation, donc c'est pas quelque chose qui se fait non plus en claquant des doigts, ça c'est sûr qu'il faut en avoir conscience. Au sein du plan loup, il y a quelque chose aussi dont on parle peu, c'est que les éleveurs ont la possibilité en amont de faire un diagnostic de vulnérabilité sur leur exploitation avant de mettre en place ces moyens de protection. Il y a des accompagnements techniques aussi qui sont proposés, qui sont financés à 100%, des formations pour la mise en place des chiens de protection au troupeau, qui pourraient être peut-être plus valorisées et plus incitées auprès des éleveurs. Voilà. Après, encore une fois, ça leur demande certainement de l'implication et du temps, chose qu'ils n'ont pas forcément, mais pour faire en sorte que ça se passe mieux, c'est peut-être une des clés. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu des progrès dans les moyens de protection depuis 2016? Je ne pense pas, on est toujours en train d'acquérir de la connaissance. Alors nous, ce qui a changé, c'est que depuis 2016, on travaille sur les bovins. Et le grand défi, c'est de savoir comment on protège les troupeaux bovins. Et depuis cette année, l'autre défi, c'est comment on protège les troupeaux équins. C'est pour ça qu'on est dans cette région ici, pour essayer de trouver des solutions. Ce qui est intéressant dans l'évolution de la protection, on peut dire, en ce qui nous concerne, c'est qu'on se base maintenant sur le projet Canovis, puisqu'on a sorti les résultats, pour proposer en fait des nouvelles manières de voir l'analyse de vulnérabilité. Donc nous, on parle plutôt de sensibilité des troupeaux à la prédation. Et grâce à toute cette connaissance-là, on peut proposer des mesures en fait aux éleveurs. Et puis ce qu'on réalise, c'est qu'il faut mettre en place une protection au jour et le jour. C'est-à-dire donner les éléments à l'éleveur ou au berger qui puisse comprendre son environnement et puis qui puisse adapter sa protection. On travaille toujours sur le triptyque aujourd'hui, c'est le nombre de chiens, c'est la clôture ou le parc de nuit, la présence du berger. Mais ce qu'on a toujours oublié, et puis nous ce qu'on demande dans notre étude, c'est que le facteur principal, c'est le loup. Parce qu'on peut avoir les meilleurs chiens au monde ou les chiens les plus mauvais, ça va vraiment dépendre du loup. Si le loup décide de ne pas attaquer le troupeau, on peut avoir un filet qui n'est pas électrifié, on peut être en couchade libre, on peut ne pas avoir de berger, voilà, il n'y aura pas d'attaque. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre le facteur loup. Et c'est ce que nous, on intègre dans toute notre recherche. Et on intègre ce facteur loup dans la protection des troupeaux. Et c'est là qu'on a toute la protection qui est en place et tout ça, où on peut se dire il faut faire un tir de défense, où il faut intervenir d'une manière différemment avec des effarouchements. Mais le triptyque ne suffit plus. Alors je donne toujours un exemple très concret, parce que sur le papier, on nous dit voilà, il était protégé. Nous, ce qu'on montre, c'est qu'il n'était pas forcément protégé, parce que si vous mettez 3 chiens, un berger, puis un parc de nuit, l'âge des chiens va jouer un grand rôle. Si aujourd'hui j'ai 3 chiens de 3 mois, de 3 ans, ou de 6 ans, ou de 9 ans, c'est pas la même chose. Si le berger un jour n'est pas bien, qu'il est malade, ou la bergère qui est malade, la protection n'est pas la même. Donc sur le papier, on a toujours un berger.
Et on ne tient pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Nous, la nouvelle méthode qu'on met en place sur la sensibilité de la prédation au troupeau, on tient compte de ce qu'on appelle d'un plan initial de protection, ce qu'on appelle le PIP, pour faire un peu scientifique. Et en fait, ce plan initial de protection doit être revu tous les jours par rapport à des critères. Donc le premier critère, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, quel est mon état de la protection? Est-ce que je suis malade? Est-ce que mes chiens sont bien? Est-ce qu'ils sont en chaleur? Est-ce que mon parc de nuit est construit correctement? Et puis le deuxième critère, grand groupe, c'est les loups. Est-ce que je suis dans une ZPP? Est-ce qu'il y a de la reproduction? Est-ce que j'ai affaire à des subadultes? Est-ce que j'ai affaire à un loup qui est en dispersion ou à un loup qui est seul? Et puis la troisième, c'est mon environnement. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les événements circonstanciels. Est-ce que voilà, il y a eu un orage, il y a eu du brouillard? La présence du chien de protection a beaucoup facilité le gardiennage des troupeaux ovins. Cependant, leur mise en place, plutôt chaotique au départ, a rapidement posé des problèmes. Efficacité, prise en main. Quelles améliorations ont pu y être apportées? Avant, c'était rare qu'ils m'attaquent des chiens, mais là, on a passé des années, souvent, c'est les chiens. Parce qu'ils n'arrivent plus à manger les moutons comme ils veulent, ils s'en prennent aux chiens. Les chiens les gênent. Ça a commencé à peu près il y a 4 ans. Ça a commencé, les chiens, on attaquait les chiens. Après, s'ils prennent le dessus sur les chiens, on est foutu. Il faut 2 ans pour faire un chien, mais quand il est bon, il va aller attaquer au loup, il faut qu'il y aille, mais il ne faut pas trop qu'il y aille. S'il part tout seul, il se fait tuer. Il faut qu'il parte en bande. Là, quand ils partent sur une trace, ils partent à 4-5 chiens. Alors là, je me dis cette année, et du coup, la femelle, tu vois pas tout ce qui se passe, elle était avec le mâle. Elle est allée au front, le mâle est blessé, mais la femelle s'est fait tuer. Et le mâle est vachement blessé, lui, il n'y est pas au troupeau. Il est par là, il se cache, il traîne la patte. On l'a vu. Et il est en bas de saut. Ouais, lui, il a morflé. Pourtant, c'est un chien balèze, mais la patte, là, il y a un trou là, dans l'endroit. Il a morflé. Depuis quelques années, on voit qu'il semblerait qu'il y ait une augmentation de chiens qui soient tués, ou on en parle plus, qui soient tués par les loups. Et depuis 4 ou 5 ans, on remarque aussi que des chiens tuent des loups aussi, ou des jeunes loups. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé le projet Canovis qu'on ne connaissait pas du tout. Donc on voit que les interactions chien-loup peuvent devenir beaucoup plus dures en fait qu'auparavant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements sur la qualité des chiens, quel type de chien il faut utiliser, est-ce qu'il faut utiliser différentes lignées, différentes races, et puis comment on construit son groupe de chiens et comment ce groupe de chiens va évoluer dans le temps. On peut avoir une année un super groupe de chiens, ça fonctionne bien, et puis 2 ans après, on voit que ce groupe de chiens est moins bon. Parce que les chiens ont changé, ou ne restent plus trop au troupeau, ou n'ont plus cette cohésion. Donc c'est toute la difficulté, quand j'ai commencé à travailler sur les chiens, c'était déjà de faire comment un chien reste au troupeau. Un chien, donc ça c'était tout ce qu'on appelait l'attachement, toute la méthodologie qui est en place. Puis après la deuxième question, c'était comment je fais travailler ces chiens ensemble, comment je crée un groupe de chiens. Puis maintenant c'est comment ce groupe de chiens, je le fais évoluer dans le temps en fait, pour qu'il reste toujours efficace, puis qu'on ait un minimum d'efficacité, qu'il soit toujours bon pour que l'éleveur puisse travailler correctement. Aujourd'hui, je pense que l'État a compris que la base de la protection était le chien. Donc ils ont mis en place un réseau qui est mené par l'IDEL ou l'Institut de l'élevage avec des réseaux locaux d'éleveurs. Donc c'est des éleveurs qui parlent à d'autres éleveurs. Et puis ils vont commencer à recenser des bons naisseurs, savoir quels sont les bons chiens qu'on peut avoir. Et puis il y a une proposition de suivre en fait, quand il y a une mise en place, les gars de l'Institut de l'élevage ou les filles de l'Institut de l'élevage peuvent aider un éleveur, s'il le souhaite, à avoir un suivi.
Le principe même du réseau, c'est les membres du réseau sont tous utilisateurs éleveurs. Les choses dont on s'occupe au réseau IDEL, c'est-à-dire le suivi de mise en place des chiots, le conseil pour les problèmes sur des chiens adultes et intensifier tout ce qui est formation, diffusion d'informations même auprès du public général. Hein. Est-ce que ce réseau IDEL, il est en fait calqué un petit peu sur la méthode suisse ? Le principe, si ça n'a pas changé, le principe du réseau suisse, c'est un chien clé en main un peu. Donc ça, nous, c'est tout différent. C'est-à-dire, nous, le chien, c'est l'éleveur qui le prend, c'est lui qui le choisit, c'est lui qui assume ses risques. Nous, on conseille. Le travail pour lequel l'IDEL a été mandaté depuis cette année, donc recensement des chiens et création d'une filière chien de protection. Donc, au niveau du recensement, on recense tout ce qu'on nous propose, mais la seule condition, c'est que l'éleveur le propose. Ensuite, il va y avoir des éleveurs qui produisent des portées ou qui ont envie d'en produire. Nous, on les fait, ils naissent en bergerie, avec les brebis quand elles mettent bas, ils vivent ensemble. Bon, il faut surveiller. C'est sûr que c'est du boulot, il faut surveiller que le chiot fasse pas des conneries, c'est normal, c'est un petit chiot. On les vend à 3 mois, avec les vaccins, comme on doit faire. Mais par contre, il faut que la personne qui les prend continue l'éducation. C'est-à-dire, moi, on veut bien nous faire la partie basse. On ne touche pas les oreilles, on ne touche pas les queues. Il y a une éducation de base à avoir. Mais après, il faut que la personne qui va le prendre chez lui le peaufine, entre guillemets, soit pour la garde, soit pour le truc en parc, etc. On va proposer une charte de bonne conduite pour élever les chiens de protection, avec des conditions minimales, qui concernent des trucs de santé et d'alimentation, mais aussi des trucs comportementaux. Que le chiot soit bien élevé au milieu des animaux, qu'il soit élevé au sein d'une portée avec des chiens, au moins 2 chiens, au moins 2 chiots, plus la mère. Qu'il y ait un certain travail qui soit fait par l'éleveur pour familiariser les chiots non seulement aux brebis ou aux chèvres, mais aussi aux humains. Tous les gens qui font appel en ce moment à nous, c'est des gens qui ne voulaient pas prendre de chiens. Pratiquement tous. Ils ont résisté des fois pendant 10 ans, 15 ans, avec des attaques tout autour de chez eux, et parfois aussi des attaques chez eux. Pas trop, donc ils supportaient, mais donc là, ils sont énormément rassurés par ces mesures. Ils le disent tous, rassurés et tranquillisés, ils ont l'impression d'aller vers quelque chose qu'ils peuvent maîtriser, alors qu'avant, ils avaient l'impression de prendre des risques énormes à prendre des chiens de protection. Ils avaient peur d'avoir plus de problèmes avec les chiens qu'ils n'en avaient avec les loups. Existe-t-il des solutions pour renforcer la présence humaine auprès des troupeaux ? Nous, à notre échelle, au sein de Ferrus, on a le programme Pastoralou, de mission d'aide aux éleveurs. C'est vrai qu'on pourrait essayer de développer ce genre d'initiative sur des territoires plus larges, c'est-à-dire travailler avec plus d'éleveurs, leur proposer plus de bénévoles en surveillance de nuit. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire nous à notre échelle, qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent, de faire mieux connaître ce dispositif-là. Après, dans certains parcs naturels régionaux ou nationaux, vous avez parfois des bergers d'appui qui sont proposés pour venir en aide durant l'été à certains éleveurs ou bergers qui seraient en difficulté de manière temporaire. Pastoralou met des gens bénévolement, des éco-volontaires pour venir faire des missions. Pourquoi ne pas avoir fait une brigade, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour quand il y a des coups durs dans les montagnes, qu'il y a des mecs qui viennent aider l'éleveur ou le berger, peu importe, à protéger en plus de la mission Pastoralou s'il le faut, mais qu'il y ait une équipe qui tourne dans les cas graves. Pastoralou, c'est la première action qui a eu lieu en France il y a une vingtaine d'années pour aider les éleveurs par rapport à la présence de loups. Et on a le recul de l'expérience, on a beaucoup de missions de surveillance des troupeaux, surtout la nuit, et de réalisation de parcs de contention ou de parcs pastoraux. Mais nous, on n'a pas assez de moyens pour envoyer des gens partout en France. En fait, il n'y a quasiment que les parcs régionaux et nationaux qui ont mis
des structures comme ça en place. Ce que je pense être intéressant, ça serait de mettre en place des... Alors j'ai appelé ça les brigades pastorales en référence aux brigades loups qui existent. Donc ça serait des structures mises en place avec l'État, avec les éleveurs, où les gens qui vont intervenir seront formés bien évidemment, et rémunérés d'une manière ou d'une autre. Ça permettrait à des gens d'avoir du boulot, et ça permettrait aux éleveurs, aux bergers, d'avoir de l'aide supplémentaire. Alors il y a les aides bergers qui existent déjà, mais disons qu'on pourrait avoir un statut d'aide berger qui prend en compte d'autres activités. Est-ce que la connaissance du chien de protection et son intégration comme outil de travail fait partie de la formation des futurs éleveurs et bergers ? C'est devenu une donnée fondamentale du métier. Parce qu'on peut tout réussir sur le plan économique, technique, de l'élevage, etc. Il suffit d'une attaque de loup pour mettre tout par terre. Des fois, dans certains cas, quand il y a un dérochement ou vraiment une catastrophe. Et il faudrait que les futurs éleveurs soient formés là-dessus. Et alors, c'est pas du tout une tendance naturelle de l'enseignement technique, malheureusement. Il n'y a qu'à voir comme au niveau des chiens de conduite, par exemple, c'est pas présent dans les formations. Donc c'est quelque part dans l'inconscient des formateurs, tout ce qui concerne les chiens, c'est annexe, quoi, alors que c'est au centre de la question. Donc ça, on espère que ça va... Nous, on essaye de pousser en direction de ça. Après, il faut que ça se mette en place dans tout l'enseignement agricole, quoi, pour tous les futurs éleveurs. Et en ce qui concerne les bergers en activité ? Les bergers salariés sont un peu mal lotis depuis le début de toute cette affaire parce que c'est eux qui, en montagne en tout cas, gèrent les chiens. Ils n'ont souvent eu aucune formation là-dessus. Ils n'en auront pas. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de mis en place. Et je pense que le plus intelligent, ça serait de choisir des périodes avant le démarrage des contrats, au mois de mai ou quelque chose comme ça, avril-mai, où les éleveurs ils vont partir. Donc là, ils sont en train de rassembler les chiens, les affaires. Ils se préparent psychologiquement à la stive. Ils vont partir en formation volontiers. Là, ils sont dans le truc. Au printemps et puis à la descente de montagne peut-être aussi. On réfléchit depuis déjà un bon moment à faire des formations spécifiques pour les bergers parce qu'ils ont des problèmes spécifiques. C'est-à-dire que c'est pas la peine de passer beaucoup de temps à parler de la mise en place du chien, ils n'en mettront pas en place. Ils ont besoin de savoir comment fonctionne un chien de protection, mais voilà, ça c'est la base forcément. Et ils ont des problèmes spécifiques, c'est réunir des chiens qui ne se connaissent pas, avec des troupeaux qui ne se connaissent pas, mettre des chiens dans un troupeau où il ne connaît pas certaines brebis ou certaines espèces, même parfois il y a des chèvres et les chiens n'ont pas toujours été avec des chèvres. Faire cet agrégat particulier de chiens pour l'estive, où il faut que les chiens travaillent en cohérence et pas forcément en compétition. Un exemple, j'ai un collègue berger qui avait sur son estive, il avait 2 chiennes qui ne pouvaient pas se supporter. Eh bien, il se trouve que les interactions ont été filmées par l'équipe de Jean-Marc Landry pendant la nuit, où il y avait un loup qui attaquait le troupeau au parc de nuit. Et il y a une chienne qui donnait l'alerte, et les 2 autres chiennes étaient en train de se houspiller toutes les 2. Parce que l'excitation faisait aboyer l'une, l'autre aboyait vis-à-vis de l'autre, et ces 2 chiennes, si elles n'avaient pas été là, c'était pareil. Il y a aussi les éternelles questions de la transmission des chiens aux bergers. L'éleveur, il met ses brebis dans un camion, il met les chiens dans le camion.
Le berger reçoit tout ça en vrac, il n'a aucune instruction, aucune connaissance des chiens, parfois il ne connaît même pas le nom des chiens. Il y a des habitudes qui peuvent changer. Pour l'instant, personne ne voyait vraiment l'intérêt de présenter les chiens au berger. Mais si le berger le demande, alors il ne libérera pas 3 jours l'éleveur, il ne faut pas rêver, hein, mais ne serait-ce qu'une demi-journée pour faire un point général sur l'état du troupeau, faire une rencontre entre les chiens de protection et les chiens de conduite du berger. Si les chiens de protection sont agressifs vis-à-vis des chiens de conduite du berger, au moment de la rencontre, il suffit que le propriétaire des chiens de protection soit là et sanctionne ces chiens, et les chiens vont comprendre que ces chiens-là, il faut les admettre. Donc ça peut se faire, c'est l'espace d'1 heure. Il faut prendre 1 heure pour faire ça. Mais si on ne le fait pas, il va sûrement y avoir un clash. Il va y avoir une baston de chiens. Et après, les chiens qui se sont battus, ils restent en mauvais termes très longtemps. Et il y a aussi une compétence qu'il faut que les bergers acquièrent, qu'ils ne leur aient pas tellement accordé pour l'instant, de dire désolé, mais ce chien sur l'estive ne crée que de la perturbation, enlevez-moi ce chien. Et pour l'instant, c'est pas tous les éleveurs qui acceptent d'entendre ça. Et c'est pas tous les bergers qui osent le dire. Notamment quand il y a une chienne en chaleur et 4 mâles autour qui passent leur journée à chercher à assaillir la chienne. On a 5 chiens hors circuit. Les usagers de la montagne sont confrontés à la présence des chiens de protection. Que faire pour faciliter cette nouvelle forme de cohabitation ? Il manque de la connaissance, il manque une compréhension du grand public de ce qui se passe. Parce que le grand public qui aime les loups, ils n'ont jamais vu ce que c'est qu'une attaque, ils n'ont jamais vu un éleveur pleurer ou en colère, ils n'ont jamais vu une bergère qui est complètement qui dort plus parce qu'il y a des attaques, la peur qu'il peut y aussi avoir de trouver des brebis mortes le matin. Et ça, c'est aussi de la connaissance qu'il faut amener au grand public pour qu'on comprenne, puis il faut que ces deux mondes puissent communiquer. De plus en plus, on a un public de néophytes, de gens qui ne sont jamais allés en montagne. Quand ils se trouvent en face d'un chien de protection qui aboie, ils peuvent se mettre à hurler, à partir en courant, à paniquer pour leurs enfants, alors qu'il n'y a pas forcément lieu. Je pense que pour informer le public, le plus efficace, c'est un contact direct. Certains bergers mettent des petites affiches avec des messages courts sur 5 ou 6 arbres à la suite, espacés d'une centaine de mètres. Tu vas avoir une photo de chaque chien. Parlez-leur comme ci, parlez-leur comme ça. Pourquoi on a des chiens, mais des choses assez brèves. Et multiplier les formations un peu plus sérieuses, des formations d'une demi-journée par exemple, des choses comme ça, pour des publics qui à mon avis pourraient servir de diffuseurs d'informations. Il suffit qu'ils aient fait une randonnée avec un accompagnateur bien renseigné et puis après ils auront compris. Du coup, vis-à-vis de notre action d'information et de sensibilisation du grand public, on est régulièrement présent aussi au niveau des départs de sentiers de randonnée. Alors ça c'est un peu nouveau, on ne le faisait pas beaucoup avant, on le fait de plus en plus. Donc on se présente au départ des sentiers et on va à la rencontre des randonneurs avant leur départ ou à leur retour de rando pour leur parler un petit peu de ces chiens de protection, les fameux patous. Après il y a d'autres races évidemment qui sont présentes sur les troupeaux. Pour expliquer un petit peu leur rôle et surtout rappeler aux randonneurs le bon comportement à adopter lorsqu'on les rencontre. Parce que des fois ils peuvent être agressifs. Voilà, alors ils peuvent être impressionnants. C'est des gros chiens, hein. Ils ont tendance en plus à avoir un aboiement très fort et à aboyer souvent, donc on évite de les regarder dans les yeux. On garde toujours quand même un contact visuel pour savoir où ils sont. Il faut éviter évidemment de les caresser aussi, c'est des chiens qui sont là pour surveiller les brebis avant tout. Il faut à tout prix aussi éviter les mouvements brusques.
Si vous avez des bâtons, on ne les lève pas, on ne les agite pas, on ne lance pas de cailloux. Voilà, une fois qu'il vous a raccompagné en dehors de son territoire, hein, que vous êtes un peu éloigné, il retournera tranquillement à son troupeau et logiquement, il ira voir le randonneur suivant. Voilà. Je suis bénévole pour l'association Férus, donc ce qui me plaît, c'est de voir un petit peu, de sensibiliser les gens par rapport aux problématiques de cohabitation entre les prédateurs et les activités humaines. Et donc après, ça m'intéresse aussi dans le cadre de mes études pour le master d'éthologie que j'ai fait. Moi, par exemple, j'ai étudié les cétacés en Méditerranée. Et donc on peut faire un peu un parallèle avec les loups parce que les dauphins et autres cétacés sont les surprédateurs dans les océans. Et il peut aussi y avoir de la compétition. Comment est perçue la politique de tir de loup par le grand public ? Avec le recul, cette méthode de protection a-t-elle un sens ? Au niveau de la politique de tir de loup qui est mise en place par l'État français, c'est pareil, ils en ont entendu parler, mais ils ne comprennent pas forcément bien la finalité. Ils ne savent pas vraiment comment est choisi ce chiffre-là, du plafond de loups à tuer chaque année. Ils ne savent pas trop quels sont les objectifs. Est-ce que c'est pour un objectif de régulation de la population ? Donc nous, on est là un peu pour leur expliquer que ces tirs dérogatoires, normalement, sont là pour permettre derrière une baisse de la prédation. C'est effectif ou ça ne l'est pas, ça dépend des cas, quoi. Oui, on avait passé 3 ans, on avait un gros loup, quoi. Il y avait un gros loup. Et c'est vrai que bon, c'était un truc balèze, quoi. Quand il t'a chopé, celui-là, quand il a chopé un chien, il ne faisait pas de cadeau non plus. Hein. Mais on a passé, c'est vrai que quand il y avait ce grand loup, on a passé 2 années tranquilles, quoi. Il m'en a mangé, hein. Dans l'été, chez Tantan, il m'en prenait 1, 2, il me les mangeait. Mais j'avais trouvé ces années-là qu'il y avait ce grand loup qui traînait, on le voyait souvent puisqu'elle envoyait la caméra thermique. Pour moi, ce grand loup, il tenait tous les autres à l'écart, quoi. Quand tu voyais l'animal, pourquoi il était si grand, s'il était si carré, si costaud, je ne sais pas. Hein. Mais je sais que le jour qu'il a été tué, bon, l'année après, on a eu 3 femelles qui ont fait des petits à 500 mètres à vol d'oiseau ici dans le coin, quoi. Et on a été envahis, quoi. On a des troupeaux qui sont attaqués par des loups qui font partie d'un territoire de meute. Et au bout d'un moment, on sait très bien comment ils se comportent, combien il y a de victimes, etc., etc. On peut intervenir à ce niveau-là aussi. Et c'est ce qu'on fait déjà avec la brigade loup, qui va faire du tir de défense ou renforcé, etc. On peut aller beaucoup plus loin et éliminer des individus très ciblés. Enfin bon, c'est possible. Ça pourrait être intéressant d'avoir beaucoup plus d'efficacité pour cibler un loup et s'en prendre uniquement à celui-là. Tout à fait. C'est un des enjeux, je pense, pour la suite, c'est d'arriver à cibler mieux les individus qui font des problèmes réels. Alors quels moyens on pourrait mettre en place pour mieux cibler les loups à tirer ? C'est une question qui est posée, mais la réponse est assez difficile, parce que ça veut dire qu'il faut connaître son loup, il faut savoir à qui on a affaire. Alors nous, dans le Jura, par exemple, le Jura suisse, on a suivi une meute de loups, puis on sait quel loup il faudrait tuer. Quand vous demandez à la brigade loup de monter sur un alpage, il y a des attaques, et puis on dit il faut de l'efficacité. En plus, certains préfets veulent d'une certaine efficacité. Donc ils n'ont pas le temps de trop choisir, puis le temps de passer à observer ce qu'ils font. Donc l'idée, c'est de tirer le loup qui arrive à côté du troupeau. Et eux, leur idée, c'est de dire, de toute façon, ce loup aurait attaqué un jour ou l'autre, donc mieux vaut le supprimer. Que ce que nous, on montre dans le projet Canovis, c'est de dire que le loup vit à proximité des troupeaux et qu'ils peuvent très bien passer sans s'y intéresser. Et que certains loups, probablement, n'attaqueront jamais les troupeaux. Ou la fréquence d'attaque sur les troupeaux sera très faible. Et puis je pense qu'on devra évoluer avec un tir... un tir aujourd'hui de présentiel, simplement on voit un loup, on le tire, un tir en fait de sélection, de dire voilà, il y a un loup qui pose problème. Alors typiquement, quand j'ai un loup qui saute par-dessus un enclos, ça c'est un loup que moi j'éliminerai tout de suite, parce que le gars qui est en montagne, qui a un parc de nuit, et puis que tous les nuits il y a un loup qui saute par-dessus,
de protéger son parc de nuit, c'est compliqué. Il faudrait rehausser, on ne peut pas demander ça à un berger. Donc à ce moment-là, ça c'est un loup à éliminer par exemple. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on aille plus loin, c'est qu'on soit dans l'action de l'attaque pour tirer le loup. Puis là on serait au moins sûr d'éliminer les bons loups. Les premiers résultats montrent aussi que le tir permet de diminuer une pression momentanée, mais que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et dernière chose, il faut aussi comprendre que le tir doit être un outil de protection. Ça ne doit pas être un outil de régulation. On n'est pas dans la régulation à mon avis, parce que le loup est une espèce protégée. Le tir doit être un outil de protection. Il faut l'utiliser comme outil de protection. Et quand on utilise un outil de protection, il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, à mon avis, on n'a pas assez de recul. Puis je pense qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait. Donc on joue un petit peu aux apprentis sorciers. Et je pense que ça peut avoir des conséquences assez négatives. Donc, par exemple, on peut tirer un loup, ça peut, dans certains cas, déstructurer un groupe. Donc ça peut augmenter les dommages sur d'autres troupeaux voisins, mais pas toujours. Hein, voilà, il y a des contextes qui sont différents. Alors, aujourd'hui, comment on pourrait faire évoluer les tirs de défense ou les tirs qui sont faits par la brigade? L'idée, ce serait de passer à une étape supplémentaire qui est le tir d'effarouchement, où on essaye d'apprendre au loup en fait, qu'il y a un danger de s'approcher du troupeau. Alors là, on est dans l'apprentissage par association, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais on y réfléchit beaucoup. Et idéalement, ce serait de savoir quel loup on a effarouché. Donc si on pouvait le marquer à distance par du paintball ou une autre manière, ça permettrait de voir est-ce que ce loup qui a été effarouché, s'il revient, est-ce que je suis capable de reconnaître. Bon, alors on est au début de cette réflexion-là. Pour l'instant, on n'a pas les outils pour le faire. Mais je pense que le tir d'effarouchement serait beaucoup plus efficace que le tir létal. Parce que le loup est capable d'apprendre et il est possible qu'en fait le loup ait aussi un apprentissage social. Ça veut dire que je vais apprendre aux autres loups à me méfier de quelque chose. Donc on a quelques évidences aux États-Unis où il y a quelques essais qui ont été faits. Mais ce serait beaucoup plus intelligent que de faire des tirs qu'on appelle de réciprocité. Je dis, tu attaques mon troupeau, je te flingue, quoi. Et puis tu vas apprendre. Non, parce qu'il faudrait qu'on sélectionne en fait sur la personnalité ou le tempérament des loups. C'est-à-dire que tous les loups qui sont téméraires, on les flingue. Mais un loup qui passe à côté d'un troupeau, on ne sait pas s'il est téméraire. Parce qu'il passe à côté, puis on le tire quand même. Mais quand même, la prochaine étape, ce serait aussi de capturer des loups, de pouvoir leur mettre des colliers GPS. Et si on a des loups qui ont des colliers GPS puis qu'on fait de l'effarouchement sur eux, ce serait extraordinaire parce qu'on peut les suivre, on peut voir leur comportement, on peut faire plein de choses avec. Quel est le rôle écologique du loup? Il faut être clair, il y a une étude nord-américaine qui montre que dans un système particulier, qui est le parc national de Yellowstone, qui est vraiment un système très particulier, la réintroduction du loup a eu un effet très bénéfique pour tout l'écosystème. Ça c'est indéniable. Puis après, dans notre système, nous Européens, où il y a de l'humain partout, pour l'instant on a un manque de recul, on ne sait pas trop. Donc on a quelques pistes. C'est clair que les forestiers, en tout cas en Suisse, voient le retour du loup d'un très bon œil parce qu'on a beaucoup d'abrutissements sur les arbres, notamment l'épicéa ou d'autres arbres de la régénération. Donc peut-être le loup peut avoir une influence là-dessus. Mais il y a aussi une étude suisse qui montre que parfois les loups poussent les cerfs dans des forêts refuges et puis en fait il y a plus d'abrutissement dû à la présence des loups. Donc on voit que tout ça c'est très complexe. Est-ce que le loup a un rôle bénéfique? On rentre dans une question plus philosophique, c'est de ce qui est utile ou pas utile pour l'humain en fait. Et nous on est dans cette société-là où on dit si c'est pas utile, on élimine. Puis là on vous demande est-ce que le loup est utile à quelque part? Puis je pense que c'est une question qui ne devrait jamais exister parce que nous en tant qu'espèce on veut se mettre à la place de Dieu puis de tout gérer en fait. Toute espèce a sa place, que ce soit la mouche, le moustique ou le loup, tout le monde a sa place, on ne devrait même pas se poser cette question-là. Et nous en tant qu'humains on doit laisser une place à tout le monde. Maintenant, ça fait quand même 30 ans que le loup est revenu. Pour la majorité des gens, en tout cas qui ont conscience, qui savent qu'il y a des loups en France, c'est devenu presque quelque chose de normal.
Après, au niveau des éleveurs, on peut comprendre que quelqu'un qui a travaillé des années sans grand prédateur le vive vraiment mal et pas forcément envie de faire de mettre en place les moyens de protection parce que ça lui coûte vraiment du temps, de l'argent aussi. Par contre, les nouvelles générations qui s'installent actuellement, on le sait qu'il y a du loup, donc on peut espérer que dès le début, la présence de ces animaux soit prise en compte dans la façon de travailler. Si on est capable aujourd'hui de cohabiter avec une espèce aussi emblématique et polémique que le loup, je me dis ça me donne un espoir demain pour pouvoir quand même avoir des armes pour se battre entre guillemets contre le changement climatique, c'est-à-dire qu'on sera nous, espèces humaines, capables de changer de comportement. Mais si on n'est pas capable de gérer une espèce qui est quelque part problématique, mais pas si problématique par rapport à tout ce qui nous attend, je me dis on est mal barré. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a besoin des éleveurs, mais que le loup a aussi sa place et qu'il est le bienvenu parmi nos montagnes. Et qu'il faut trouver un équilibre entre tout le monde, entre éleveurs, touristes, biodiversité, arriver à partager le territoire, quoi. En tout cas, j'espère.